Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On accueille avec grand plaisir Franz-Olivier Gisbert. Bonsoir Franz-Olivier, journaliste, écrivain. Vous publiez la Belle Époque, magnifique livre chez Gallimard, Histoire intime de la Ve République. On va continuer à parler avec vous de l'armée française, c'est important. Emmanuel Macron était ce matin à Toulon. Il a parlé de ce qui se passe, évidemment, la guerre en Europe, le bruit des bottes en Ukraine, plus que le bruit des bottes, la guerre en Ukraine. Il n'est pas question, dit-il, de subir les rivalités géopolitiques qui découlent de cette guerre en Ukraine. Écoutez Emmanuel Macron. La période n'est pas au temps calme, mais au gros temps. La guerre est en Europe, avec ses risques d'escalade, ses licences, ses effets mondiaux. Elle coiffe une décennie de désinhibition de la violence, d'extension des confrontations à tous les domaines. L'agression contre l'Ukraine, enfin, risque de préfigurer de plus vastes rivalités géopolitiques à l'avenir que nous n'avons nulle raison d'accepter avec fatalisme et que nous n'entendons pas subir avec passivité. Voilà le président Macron ce matin face aux armées. Franz-Olivier Gisbert, est-ce que la France est capable de tenir un conflit de haute intensité s'il venait à se présenter ? Aujourd'hui, non. J'entendais Joseph Mosquet-Scaron, c'est évident. On n'a pas du tout les moyens. Mais j'aime bien ce discours. Après, c'est toujours le problème avec Macron, c'est que les discours est bien, les paroles, et puis après, on attend les actes, et les actes ne viennent pas. Mais c'est vrai que je pense que la situation aujourd'hui n'a jamais été aussi dramatique. Il y a besoin d'une défense européenne. D'ailleurs, on a vu, vraiment, c'est vital pour nous, pour l'avenir de ce continent. On a vu le problème que ça posait dans les négociations assez lamentable entre Emmanuel Macron quand il était président de l'Union européenne et puis Vladimir Poutine qui se foutait de sa gueule pour une raison très simple, c'est que où est l'armée ? Il n'y a pas d'armée, vous voyez, il n'y a pas d'armée européenne. Alors combien de divisions disait le pape ? C'était Staline à propos du pape. Il disait ça à propos de combien de divisions ? Nous n'avons pas. Donc c'est très important pour réarmer la France sur tous les plans, économiquement, mais aussi militairement. Je vais vous dire parce que là on est focalisé par l'Ukraine. Et c'est très grave ce qui se passe en Ukraine, guerre abjecte, ça va continuer, et peut-être que, ça peut durer peut-être encore comme ça 1 an, peut-être 2, je ne sais pas. Mais vous avez une autre guerre qui risque d'arriver à tout moment. Je suis désolé, mais il faut dire aussi Erdogan. Erdogan, vous savez quoi, ce qui se passe là-bas ? Il y a un taux d'inflation de 100%. Enfin, on a le droit d'écrire 100%. On n'a pas le droit d'écrire 300% parce qu'il y a évidemment des organismes qui disent que le taux d'inflation est encore supérieur. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passait dans la République de Weimar avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc c'est un pays qui est économiquement, c'est un désastre absolu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un dictateur et qu'on a un hubris comme ça, comme Erdogan ? On fait la guerre. On fait la guerre. Et donc il a déjà des cibles. Il y a l'Arménie, d'un côté, pauvre petit pays de 2 millions, 3 millions d'habitants, qui est coincé, qui voudrait complètement asphyxier, parce que son seul poumon, c'est l'Iran. Alors, il faut surtout mettre un grand corridor pour les empêcher d'accéder. Et puis, de l'autre côté, il y a la Grèce aussi. Il veut des îles, on ne sait pas, il veut peut-être autre chose, il veut des eaux territoriales. Donc, on est vraiment à un moment de grande tension internationale, France. S'il fait ces actions-là, qu'est-ce qu'on fera ? Alors qu'il est soi-disant notre partenaire à l'OTAN, et que Emmanuel Macron lui serre la main, etc. Mais voilà, on a des... Donc, ça, pour être respecté, si vous voulez, je termine là-dessus, il faut réarmer économiquement, c'est-à-dire quand la France elle redeviendra, moi j'en suis convaincu, à un moment donné, une grande puissance économique, et il faut qu'elle accompagne ça d'une puissance militaire. Vous savez, il y a un slogan génial, et c'est la fin, c'est le slogan que utilisait tout le temps Ronald Reagan, président des États-Unis. On peut dire qu'il a fait la paix d'ailleurs avec les Russes, puisqu'il a été très dur et très violent, et puis après il a fait le désarmement, il a tendu la main à Gorbatchev qui l'a prise, et il y a eu ce traité absolument extraordinaire, enfin ce moment merveilleux pour la paix dans le monde, avec le désarmement qui a suivi la grande rencontre de Reykjavik. Donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui ce slogan, c'est très simple, je dirais, il faudrait l'afficher partout, peace through strength, c'est-à-dire la paix à travers la force. Si vous n'avez pas la force, vous risquez la guerre. Et là, la France n'a pas la force. Non, c'est clair. Alors, Geoffroy Lejeune. Moi, j'ai une question pour Franz-Olivier Gisbert. Allez-y. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, sauf sur un terme, c'est le terme
de défense européenne. C'est ce qui s'est passé depuis, disons, 6 mois. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu un réarmement européen, enfin des pays européens, et notamment allemands, qui ont annoncé 100 milliards d'euros d'investissement dans leur budget de la défense, et qui ont investi dans des industries américaines, en l'occurrence dans les F-35 américains, les avions américains. Ils s'apprêtent à remplacer un hélicoptère par un hélicoptère américain, et les carnets de commandes qui concernent l'industrie française se sont annoncés puis vidés. Comment vous continuez à croire aujourd'hui, et sur le reste, je suis d'accord vraiment sur tout, comment vous continuez aujourd'hui à croire à l'idée qu'on puisse avoir cette industrie de défense, ou cette défense d'ailleurs européenne, et pourquoi vous ne voulez pas qu'on l'ait d'un point de vue national? Parce qu'en réalité... Attendez, si vous voulez réarmer le continent, ça commence par les nations. Parce que je crois à l'Europe des nations, je suis désolé, et donc c'est nouveau, il doit y avoir... Non, j'ai toujours cru à l'Europe des nations, toujours. Moi, je suis, de ce point de vue, je trouve que De Gaulle avait tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il faut laisser les nations vivre. Je pense que je travaillais autrefois au Figaro avec Joseph, l'histoire des camemberts, au lait cru, etc. Mais je devenais fou. C'est pas à l'Europe de s'occuper de ça, c'est l'Europe des nations. On a nos traditions, on doit absolument... Et c'est vrai que l'armée, c'est simplement... Quand on dit une défense urbaine, ça veut dire un commandement. On est bien dans l'OTAN, avec des Américains qui sont très loin de nous, et puis qui à un moment donné peuvent disparaître parce que ça dépend des présidents. Et nous, on est directement concernés. Et je vous dis la raison pour laquelle on doit la faire. À un moment donné, toutes les objections que vous faites là sur le comportement de Olaf Scholz, grand chancelier, parce que alors lui, il prend les décisions. Lui, c'est le contraire un peu il fait pas de com, contrairement à Macron, et il prend des décisions. Et puis ça contre nous. Le seul problème, je suis d'accord, c'est-à-dire mettre 100 milliards, c'est 100 milliards. Voilà. Après, c'est dommage que justement, il n'ait pas trouvé un moyen de travailler avec les Français. Enfin bon, c'est pas une raison pour arrêter de parler. Il faut l'engueuler, il faut discuter, il faut revenir, il faut essayer de le ramener à un moment donné à la raison avec nous. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une autre menace dont on parle absolument jamais. Mais moi, c'est très simple. Ça jette toujours un froid, puis il faut pas le dire. Mais on aime beaucoup les Chinois. Moi, j'aime beaucoup les Chinois. J'adore la Chine. C'est une grande civilisation. Une civilisation qui n'a jamais fait la guerre. Jamais. Dans son histoire, ils sont toujours tournés vers eux. Il y a un seul problème. Aujourd'hui, ils sont devenus, en très peu de temps, la première marine au monde, devant la marine américaine. Devant la marine russe, j'en parle pas, c'est à peine une marine, mais devant la marine américaine. Et ils ont un objectif clair, répété tout le temps, c'est de devenir la première puissance militaire du monde en 2049, c'est-à-dire d'après les experts avec qui on peut parler en France, ils vous disent ils peuvent le faire dans 10-20 ans parce que c'est toute une machine qui est lancée. Ouais. Vous vous rendez compte, si vous ramez comme ça, c'est pour quoi faire? Vous êtes sûr que c'est très angoissant. Moi, je crois à la paix à travers la force. Non, mais je sais. Pour faire la paix, il faut être dissuasif. J'étais en train de répondre à ton objection, mais le problème, c'est pas forcément de vouloir être le premier, d'installer des bases navales à Djibouti, de pousser les Français dehors, de penser à mettre des bases navales ailleurs en Afrique, de racheter des ports partout. Enfin, tout ça est quand même, je veux dire, légèrement ça mérite quand même qu'on pense à se prémunir contre une éventuelle menace de ce côté-là. C'est-à-dire, c'est un pays quand même qui se met en position de bloquer le commerce. Il n'y a pas qu'un ennemi potentiel là aussi, il y a beaucoup d'ennemis potentiels pour la France et l'Europe. Et d'ailleurs, il y a un grand penseur américain qui s'appelle Samuel Huntington qui avait écrit Le choc des civilisations, qui est un bouquin prophétique aujourd'hui, parce que c'est pas quand ça s'est arrangé entre l'Est et l'Ouest, après avec les accords entre Reagan et Gorbatchev, aujourd'hui on a un monde différent parce qu'il y a des des civilisations, c'est le thème qu'avait employé Huntington, avec des histoires et des cultures et des religions surtout, qui essaient C'était le ciment des nations. Karim, un tout petit mot là-dessus. Non, mais on est dans un contexte géopolitique. De mon point de vue, on ne peut pas décorréler puissance militaire et puissance économique. Or, aujourd'hui, effectivement, ça a été dit par Geoffroy, ce qui bug, si je puis dire, parler ainsi, à l'échelle européenne, c'est que on n'a pas de défense militaire européenne, et lorsqu'on a un investissement qui est fait par un pays comme l'Allemagne, qui est quand même un pays phare, moteur de l'Union européenne, 100 milliards sur la table, 1% du PIB, donc il va pas alimenter l'industrie européenne et notre économie, et il va investir aux États-Unis. C'est dommage, parce que je vais vous dire, dans ce monde multipolaire, avec la recomposition géopolitique, on a besoin d'une Europe
qui parle d'une voix indépendante, solide, qui puisse faire face à la fois aux États-Unis, aux Chinois et aux Russes dans le cas présent. Or aujourd'hui, elle est où la voix européenne? Nous n'en avons pas. Même la voix française, donc notre voix a baissé de tonalité. On est dans la roue américaine aujourd'hui. Ce sont les États-Unis qui imposent le là. Donc, et nous les suivons avec l'OTAN, mais pas seulement. Aussi sur les enjeux économiques qui concernent les États-Unis, sur la question énergétique. Or, nous aurions besoin d'une Europe aujourd'hui puissance, forte sur le plan militaire, forte sur le plan économique. Cette Europe-là, depuis 50 ans, on nous promet de la construire. Nous ne l'avons pas construite. C'est le triste bilan que nous devons faire. Donc on revient aux États-nations, comme l'a dit Franz. Mais c'était Philippe Seguin, c'était Jean-Pierre Chevènement. On avait des politiques qui pensaient l'Europe des États-nations. Ces gens-là, donc on les a balayés de revers de main. On leur a dit non, c'est l'Europe fédérale. L'Europe fédérale, pourquoi ? Quel résultat aujourd'hui ? François-Olivier Gisbert. Alors ça, c'est le vrai sujet. Voilà, c'est on est comment dire la problématique aujourd'hui de l'Europe. C'est ça que je trouve absolument effrayant, c'est qu'on ne peut compter que sur les États-Unis. Imaginez que les États-Unis étaient dans une position isolationniste par rapport à l'Ukraine. Qu'est-ce qui serait passé ? L'autre fou là-bas, parce que bon, visiblement il y a un problème psychologique, psychiatrique. Poutine, pour ne pas le nommer. Lui, il dit d'ailleurs également que les pays baltes sont russes. Ça, c'est tout à fait nouveau, ça vient de sortir. Les pays baltes quand on regarde un peu les livres d'histoire, ils ont toujours été allemands. Bon, maintenant ils ont pris leur indépendance, très bien. Mais enfin, Kant, le grand philosophe allemand, il habitait Königsberg, qui à l'époque c'était l'Allemagne. Bon, et donc il voulait récupérer les pays baltes. Il serait peut-être allé après les pays baltes s'il n'avait pas été arrêté. Il serait l'armée ukrainienne a fait un boulot formidable. Enfin, ils ont été un peu aidés, notamment sur le plan des renseignements. Et puis après derrière, il y a la Pologne, puisque l'argument que beaucoup de Français ont d'ailleurs suivi sur l'Ukraine, qui a toujours été russe. 2 siècles, oui. Elle a été, sous la férule russe pendant 2 siècles, après Catherine II. Mais franchement, l'Ukraine existait avant la Russie, tout le monde le sait, c'est dans tous les livres. L'État de Kiev, plus grand État européen au Xe siècle, enfin bon. Et la Russie a mis la main dessus. Je vous signale aussi qu'elle avait mis la main sur la Pologne pendant également 2 siècles. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Russes pour dire que la Pologne est russe. Donc, si vous voulez, on aurait pu avoir si l'Amérique n'était pas là, on aurait pu avoir les Russes aux portes de l'Allemagne. C'est pour ça, parce que je suis absolument d'accord avec ce discours et Karim a absolument raison, c'est qu'on doit s'occuper de nos affaires nous-mêmes. Et on ne peut pas compter sur les États-Unis, parce que ça tombe bien, le président là a réagi, mais on peut avoir demain un président qui s'en fout et qui est sûr, parce qu'ils ont quand même un petit problème, les Américains. D'abord, on parle toujours de la grande puissance américaine, mais c'est quand même une puissance un peu déclinante. Et ils ont un énorme problème, c'est l'Asie, justement, avec les Chinois ont décidé de faire de l'océan Indien leur espace, et puis ils vont s'agrandir, et puis ils ont mis un pied en Afrique. Je ne parle pas de l'Algérie, parce que l'Algérie, ils font les travaux, ils font les trucs, et ils font l'architecture. C'est le premier partenaire économique de l'Algérie, c'est la Chine. Et en Russie aussi. La Russie, ils sont partout. Et on les y a aidés, en réalité. C'est ça qui est dramatique, en fait. Non, on aime bien les Chinois. Moi, je veux pas faire j'aime beaucoup la Chine. C'est une belle civilisation. Non, mais on doit aussi défendre nos intérêts. On va se calibrer sur ce discours-là. Défendre nos intérêts. Ce qui est dramatique dans le conflit qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'en réalité, les Américains ont voulu... en fait, l'Europe est devenue le terrain de jeu des Américains. Donc, ils y ont, entre guillemets, importé, alors j'exagère un peu, mais la guerre, parce qu'en réalité, ils ont été beaucoup à l'offensive pour déclencher l'offensive de Poutine, pour le radicaliser, pour le provoquer. Ça, je crois pas du tout. Vous savez quoi, on garde cette question qui est très bien. L'Europe, terrain de jeu des Américains. On fait juste le rappel des titres de l'actualité de Mickaël Dorian avant. Il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 et on reprend le débat. Merci. Non, je sais...